de votre accueil, bonjour à tous, je suis très heureux d'être de nouveau ici. Je vais essayer de vous expliquer pendant 40-45 minutes comment va le monde, et puis après, je pense qu'on aura un quart d'heure, 20 minutes pour répondre à vos questions, et on pourra continuer les échanges ensuite devant une table. Alors, bien sûr, ce qui compte aujourd'hui, ce qui fait la une de l'actualité, c'est évidemment la guerre en Ukraine, la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine, qui couvre un peu l'ensemble de l'horizon géopolitique. Mais derrière cela, il y a d'autres événements qui sont importants, qui sont sous-jacents et qui auront des conséquences, y compris pour nous en France, extrêmement importantes. Pour faire court, je dirais que la guerre, l'opposition à la Russie, la guerre en Russie et contre l'Ukraine, ça va être le gros de l'actualité pendant encore probablement quelques mois. Et ensuite, pendant 20 ans, le gros de l'actualité, ça sera l'opposition entre la Chine et les États-Unis. Et dans les deux cas, nous sommes partie prenante parce qu'on nous demande de faire des choix. Nous avons fait un choix dans la guerre de l'Ukraine, le choix de soutenir l'Ukraine et de combattre indirectement la Russie. Et de plus en plus, on voit que les Américains nous demandent de faire un choix dans leur opposition à la Chine et de faire une coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires. Et on peut s'interroger de savoir, est-ce que c'est une bonne chose que de faire cette coalition, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives, et est-ce que l'Europe a une voie un petit peu autonome à faire valoir. Bien sûr, ce qui couvre l'horizon, c'est la guerre en Ukraine, parce qu'on n'était plus habitué à la guerre sur le territoire européen. En dehors de l'Europe, oui. On ne peut pas dire que c'est le premier conflit depuis la fin de la guerre froide. Il y en a eu des dizaines en dehors du continent européen. Et même sur le continent européen, il y a eu la guerre du Kosovo en 1999, il y a eu les guerres balkaniques dans les années 90. Mais ce qui fait la différence, c'est que là, il y a un pays qui a agressé un autre, et ce pays nous fait peur. C'est la Russie, avec pour certains la peur que, après avoir avalé l'Ukraine, la Russie pousse ses pions un peu plus loin et ne veuille s'attaquer au reste des autres pays européens qui, du coup, ont peur de la guerre. Et la guerre du Kosovo en 1999, on n'avait pas peur, c'est nous qui la menions. C'est nous qui avons attaqué la Yougoslavie. Et petite parenthèse, si la Yougoslavie avait eu l'arme nucléaire, on ne l'aurait pas attaquée. Et si aujourd'hui nous ne faisons pas la guerre directement à la Russie, c'est parce que la Russie a l'arme nucléaire. Et qu'on ne veut pas s'attaquer à un pays qui a l'arme nucléaire. Donc la Russie est protégée. On a une sorte de guerre par procuration. On livre énormément de matériel à l'Ukraine, mais officiellement, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Et cette fiction, puisque en fait nous sommes de fait co-belligérants, cette fiction est acceptée par la Russie parce que la Russie n'a pas envie de dire qu'elle est en guerre contre d'autres pays nucléaires, parce que là, ça serait une escalade que plus personne ne pourrait contrôler. Il serait assez long de revenir sur les causes de cette guerre. Elles sont nombreuses. Je pense que ce n'est pas le plus important. Les historiens le détermineront par la suite. Grosso modo, il y a deux explications. Pour certains, notamment la Pologne, les Pays-Baltes, dès le départ, la Russie était un adversaire. Dès le départ, elle a eu des agressions et puis des volontés d'agression à l'égard des pays d'Europe, et qu'on a été naïf de vouloir négocier avec elle, de vouloir discuter et de se rendre dépendant de son gaz. L'autre version est de dire que nous avons fait des erreurs à l'égard de la Russie, c'est qu'entre l'élargissement de l'OTAN, le déploiement d'un système de défense antimissile qui semblait remettre en cause la parité nucléaire entre Moscou et Washington, la guerre du Kosovo contre un allié de la Russie sur le continent européen, eh bien, on a envoyé des messages qui ont été considérés comme agressifs par la Russie. Et donc, ces deux thèses circulent en même temps, et il y a un débat pour savoir lequel l'emporte, mais je voudrais préciser aujourd'hui que le problème de la guerre, c'est que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Chacun ment dans la guerre, même les démocraties, parce qu'il faut convaincre les opinions et qu'on ne dit pas toutes les vérités. Mais souvent, la seconde victime de la guerre, après la vérité, c'est la nuance. Parce qu'effectivement, on veut présenter l'autre comme incarnant le mal absolu. Poutine parle de dénazifier l'Ukraine. Il n'y avait pas de nazis au pouvoir en Ukraine. Et on présente la Russie comme étant un pays fondamentalement guerrier, alors que ce n'est pas ce politique. Et donc, si on perd de la nuance, je crois qu'il faut la rétablir. Et notre métier, c'est justement
d'essayer, à travers les arguments de propagande, de faire le distinguo entre le vrai et le faux, et à travers le campisme, en disant que l'un a totalement tort et l'autre a absolument raison, de trouver comment réfléchir un peu à tout cela. Mais quand je dis de ramener de la nuance, je pense que l'on peut dire à la fois deux choses qui, pour certains, sont contradictoires. On peut dire à la fois que les Occidentaux ont commis des erreurs à l'égard de la Russie, que Poutine n'est pas sorti du ciel comme cela, que c'est le produit d'une histoire, c'est le produit d'une politique, et Gorbatchev n'avait pas cette politique. Gorbatchev était soviétique, puis russe comme était Poutine, donc ce n'est pas une différence essentialiste, mais que même si, oui, le monde occidental a fait des erreurs à l'égard de la Russie en la traitant comme un pays mineur, en la traitant comme un pays qui avait perdu la guerre froide et donc qui n'avait pas tout à fait son mot à dire sur les affaires du monde, non, cela n'excuse pas la guerre que Poutine a lancée contre l'Ukraine. Non, cela n'excuse pas les crimes de guerre qui ont été commis, qui sont documentés, qui sont nombreux. Ce n'est pas que des Ukrainiens qui dénoncent les crimes de guerre. Les Ukrainiens sont parfois excessifs, et on peut le comprendre dans la dénonciation des crimes de guerre russes, mais de nombreux journalistes venant de tout continent, de nombreuses ONG venant de tout continent, documentent des crimes de guerre, parce que de toute façon, officiellement, d'un point de vue juridique, dans la guerre, lorsque vous bombardez des infrastructures civiles, et encore plus des bâtiments dans lesquels vivent des civils, c'est un crime de guerre. Et donc, la Russie en a commis beaucoup. Et je crois qu'on ne peut pas aborder la question de l'avenir, parce que cette guerre se terminera un jour ou l'autre, si on ne tient pas le bout de la chaîne. Oui, on a commis des erreurs avec la Russie, donc peut-être réfléchissons à ne pas commettre les mêmes erreurs par la suite, lorsqu'il y aura la paix. Mais en même temps, ces erreurs ne justifient en rien la guerre. Et donc, si on réfléchit un peu à ce qui s'est passé, heureusement qu'on n'a pas traité l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, comme on a traité l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Parce que, vous voyez bien la différence qu'il y a entre les deux. Dans un cas, ça produit, alors il y a eu les crises de 29, il y a d'autres circonstances, mais dans un cas, ça produit Hitler, dans l'autre, ça produit Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, et ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il vaut mieux s'ouvrir lorsqu'un pays est vaincu et ne pas vouloir le punir parce que si vous le punissez complètement, totalement, eh bien, il va un jour ou l'autre chercher la revanche. Et un jour ou l'autre, il va l'obtenir parce qu'on ne peut pas humilier un pays. Le problème, c'est que la différence aussi entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il y a eu une dénazification après 1945. C'est que les criminels de guerre ont été jugés au tribunal de Nuremberg et que les Allemands, par la suite, Willy Brandt en tête, se sont excusés pour les crimes du nazisme commis au nom de l'Allemagne. Et le problème, c'est que là, personne, nous sommes allés à Berlin pour renverser Hitler, il s'est suicidé avant, mais on a pris et on a mis en place des gens qui étaient tout à fait différents à Berlin. Là, nous n'irons pas à Moscou. Et les gens qui disent la guerre ne s'arrêtera pas tant que Poutine ne sera pas jugé, je veux dire, il faut faire attention des programmes qui sont très sympathiques. Oui, on aimerait tous que Poutine soit jugé. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de mode d'emploi pour aller le chercher à Moscou et le transférer devant la Cour pénale internationale. Et sauf à avoir une révolution de palais à Moscou, comme il y a eu en Yougoslavie quand le nouveau pouvoir yougoslave a livré Milosevic au tribunal pénal international, je doute que cela puisse se venir en Russie, et donc il n'y aura probablement pas de succession de ce type en Russie, et il est probable, pas obligatoire, mais il est probable que l'on ait longtemps à vivre avec Poutine. Et donc il faudra faire avec, parce que le monde c'est un monde de réalité, c'est pas un monde d'illusion, et donc c'est sympathique tous les plans de justice, etc. Mais parfois, la justice, elle est blanche, mais elle n'a pas de main. Et donc, il faut voir ce que cela veut dire, effectivement, de mettre fin à la guerre et de juger Poutine. Cela ne sera pas, malheureusement, possible pour la majorité des Sénats. Alors, comment on met fin à la guerre? Soit il y a un accord entre les protagonistes, mais là, on ne voit pas sur quelle base il puisse y avoir un accord entre Poutine et Zelensky. Zelensky demande le retrait de toutes les troupes russes, non seulement des territoires conquis depuis le 24 février, mais également des territoires pris en 2014, dont la Crimée.
et il demande à ce que Poutine soit jugé, ce qui lui paraît difficile. Poutine, lui, veut garder les territoires qu'il a conquis, même s'il perd au fur et à mesure du terrain, parce que s'il vient devant son peuple en disant en fait j'ai lancé une guerre et j'ai dû rendre tous les territoires que j'ai pris pendant cette guerre, les gens lui ont dit mais pourquoi tu as fait la guerre? Pourquoi on a eu autant de morts, autant de destruction, et pourquoi la Russie en est parvenue au stade où elle en est aujourd'hui? Et donc en fait les deux volontés sont inconciliables. En mars-avril, Zelensky était prêt à négocier parce qu'il pensait qu'il était en train de perdre la guerre. Et aujourd'hui, il ne veut pas négocier parce qu'il pense qu'il va gagner la guerre et qu'il obtiendra sur le terrain militaire ce qu'il n'a pas obtenu sur d'autres terrains. En fait, tous les Occidentaux disent ce sont les Ukrainiens qui décideront quand la guerre s'arrêtera. C'est un mensonge. Ce n'est pas comme ça que ça se passera. Si demain, Joe Biden dit à Zelensky oui, c'est toi qui décideras quand est-ce que tu arrêtes la guerre, mais en attendant, on arrête l'aide militaire parce que ça nous coûte trop cher, Zelensky arrête immédiatement. Donc il faut encore une astuce de rhétorique de dire que ce sont les Ukrainiens qui décideront. Non, parce que sans l'aide occidentale et avant tout américaine, les Ukrainiens auraient déjà perdu la guerre. Poutine serait parvenu à Kiev. Son but, ce n'était pas d'occuper l'Ukraine, il n'avait pas les moyens. On ne peut pas occuper un pays de 40 millions d'habitants avec 160 000 hommes. Lorsque les Soviétiques interviennent en 1968 à Prague pour mettre fin au printemps de Prague et renverser Khrouchtchev, il y a 400 000 soldats pour 14 millions d'habitants. Et les Tchèques sont pacifiques, désarmés. Là, les Ukrainiens sont assez peu pacifiques à l'égard des Russes, si on peut comprendre pourquoi, et ils sont armés et lourdement. Donc ils n'auraient pas pu occuper l'Ukraine, ils voulaient mettre un gouvernement fantoche et repartir. Mais en tous les cas, il a d'ores et déjà perdu cette guerre parce que le potentiel humain, il est plutôt du côté russe. 130 millions d'habitants contre 35, 40 millions, 35 millions peut-être. Et donc, effectivement, proportionnellement, il y a plus de soldats potentiels puisque les Occidentaux aussi, on envoie toutes les armes et aucun soldat. Donc le ratio démographique, il est à l'avantage de la Russie. Mais il y a deux correctifs à cela, c'est qu'il y a une détermination des Ukrainiens qui n'a rien à voir avec la détermination des Russes. Les Russes n'ont pas envie de se battre, c'est très difficile de mobiliser, alors que les Ukrainiens se battent pour leur terre, pour leur indépendance, pour leur souveraineté, et pour venger aussi les morts et les destructions. Donc ils font preuve d'une détermination vraiment inébranlable, et comme chaque fois qu'on défend son territoire. Les guerres de conquête ne marchent plus aujourd'hui. Regardez l'Irak, regardez, les interventions militaires extérieures en dehors d'un pays ont toutes été des échecs depuis le début du XXIe siècle et bien avant aussi. Donc en fait, il y a une détermination ukrainienne qui est sans commune mesure avec la détermination russe, et puis surtout, il y a le potentiel militaire occidental mis au service de l'Ukraine, alors que les Russes n'ont pas autant de réserves. Si on fait un premier bilan de ces 9 mois de guerre, on peut dire évidemment que la première victime, c'est l'Ukraine, parce que c'est elle qui a été attaquée, celle qui subit des bombardements de populations civiles, celle qui subit les tortures, les viols, les exécutions sommaires de soldats lorsqu'ils sont dans des villes en Ukraine, et celle qui subit la destruction de ces infrastructures, ce qui fait que le coût des réparations est compris entre 350 et 500 milliards de dollars, et la facture ne fera que monter, puisque la paix n'est pas pour demain, et qu'elle a perdu la moitié de son PIB pour cette année. Donc oui, l'Ukraine est la victime. Mais l'Ukraine a, je ne dirais pas motif de satisfaction, ce serait trop décalé comme expression, mais elle a quand même obtenu, depuis le début de cette guerre, des choses qu'elle n'avait pas auparavant. Parce que l'Ukraine était un pays que tout le monde fuyait. Zelensky était considéré comme un clown, ce qu'il était. Et aujourd'hui, Zelensky est un héros mondial qui, du Festival de Cannes au Congrès américain en passant par le Parlement français, s'adresse partout. On est passé, le Coluche ukrainien est devenu le De Gaulle slave. Et donc il a un gag. Et son pays aussi, parce que jusqu'au mois de février, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui souhaitaient aller en Ukraine. La réputation du pays en termes de corruption
faisait fuir la plupart des investisseurs, et ceux qui étaient allés s'étaient parfois confrontés à des problèmes qu'une fois que l'entreprise fonctionnait, on ne mettait en cause la propriété. L'Ukraine était la championne du monde de la corruption, d'Europe en tous les cas, d'Europe, de la corruption. Si le PIB par habitant n'avait guère bougé entre 91, date de l'indépendance, et 2021, ce n'est pas parce que Poutine a fait la guerre. C'est parce que tous les dirigeants ukrainiens, qu'ils soient pro-européens ou pro-russes, avaient, au-delà de cette division, quelque chose en commun, une corruption sans limite. Et aucun sens de l'État, aucun sens de l'intérêt national. 7 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays depuis l'indépendance par absence totale de perspective. C'était, on dit, la démocratie ukrainienne, etc. C'est un pays tenu par les oligarques. Un pays qui est tenu par les oligarques n'est pas vraiment une démocratie. Et donc là, ce qui va se passer après, une fois encore la guerre terminée, et la vraie question qu'il faille se poser, c'est, l'Ukraine a quand même gagné le statut de candidat à l'Union européenne, ce qui est politiquement, économiquement et en termes de gouvernance une aberration. L'Ukraine n'est aucun cas prêt à rentrer dans l'Union européenne à tout point de vue. Alors je sais bien qu'on dit oui, mais c'est juste un statut de candidat, on ne va pas la faire rentrer tout de suite. Mais moi je me méfie parce que quand des processus sont lancés, après on ne les contrôle plus. Au nom, on ne peut pas refuser à l'Ukraine qui est victime cela. Et d'ailleurs, c'est parce que l'Ukraine était victime qu'on lui a accordé ce statut de pays candidat dont elle ne remplit aucun des critères. Aucun des critères. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que la société civile va enfin prendre sa revanche et se mettre à réellement diriger le pays et à restreindre l'espace des oligarques? On peut le souhaiter, rien n'est sûr de cela. Et donc cela devrait au moins être une exigence de l'Union européenne que le ménage soit fait et qu'il y ait une gouvernance différente. Mais il n'est pas certain que cela soit demandé. Et donc on voit que l'Ukraine, finalement, est devenu le pays, du fait que c'est un pays qui est victime, ce qui est une réalité, que je ne nie pas, on lui accorde des choses qu'on ne lui aurait pas accordées parce que dans cette guerre, et dans d'autres éléments aussi, quand on voit des destructions, quand on voit des gens qui fuient les bombardements, etc., eh ben, l'émotion l'emporte sur la raison. Et on arrive, en donnant à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'Union européenne, on a agi avec émotion, pas avec raison. En fait, le vrai pays victime de la guerre, c'est celui qui l'a lancé. C'est la Russie. C'est la Russie qui paye et qui va plus tard payer encore un prix lourd à cette guerre. Il n'avait qu'à pas lancer la guerre, parce que, la Russie s'est coupée du monde occidental, durablement. Il y a aujourd'hui moins de relations entre la Russie et les Occidentaux qu'il y en avait du temps de Staline, du temps de la guerre froide. Les échanges économiques, bien sûr, politiques, stratégiques, culturels, la Russie s'est coupée. Plus d'Occidentaux ne vont en Russie, et les Russes ne viennent plus dans le monde occidental. Comme si on avait reconstitué un rideau de fer. Or, les Russes se sentent européens. Ils le sont d'ailleurs. Et cela les atteint au plus fort de leur identité. Je ne les présente pas comme des victimes en tant que telles, mais c'est eux qui payent le prix. Deuxièmement, les sanctions occidentales, si elles nous font souffrir ceux qui les ont prises, mais néanmoins, elles sont pénalisantes pour la Russie, moins que ne disent ceux qui ont pris les sanctions, plus que ne disent les Russes. Les sanctions, c'est toujours un peu la même chose. En fait, on prend les sanctions quand on se dit il y a quelque chose qui ne va pas, là, il faut qu'on réagisse, sinon il y aura des problèmes d'opinion, mais on ne va quand même pas faire la guerre, parce que c'est dangereux. Donc on prend les sanctions. C'est devenu un réflexe atavique. Si quelque chose nous déplaît, qu'on doit faire la guerre, on prend des sanctions, comme ça on dit aux opinions que l'on a répondu. Alors bien sûr, mais les sanctions et des sanctions qui ont été utiles à la Russie. Renault a laissé Leroy Merlin, Auchan, on a laissé la France seule a laissé 18 milliards d'investissements aux Russes, cadeau. On s'en va parce que Zelensky veut qu'on parte, il va plaider devant l'Assemblée nationale qu'il n'est pas normal que les entreprises françaises restent encore en Russie,
Et donc il y a des campagnes de presse, les entreprises se nourrissent du sang des Ukrainiens. Et donc ces entreprises ont dû partir pour ne pas subir un dommage réputationnel qui aurait pu atteindre leurs intérêts, y compris en France. On a donc donné, nous, rien que la France, 18 milliards aux Russes. Il y a des sanctions qui ne leur coûtent pas très cher, finalement. Et puis, bien sûr, on ne leur achète plus de gaz et de pétrole. Ils vont le vendre en Inde, ils vont le vendre à la Chine, ils vont en vendre moins, c'est vrai, mais ils le vendent plus cher, puisque les prix ont augmenté. Et donc, en fait, jamais la Russie n'a autant de recettes d'exportation de matières premières énergétiques que cette année. Là où la Russie va souffrir, c'est sur les pièces détachées, les semi-conducteurs, sur certains appareils, où effectivement ils n'auront pas tout de suite le fait de remplacer ce qui a été coupé du monde occidental. Mais j'en parle à l'aise devant un milieu agricole, si vous connaissez ça par cœur, les sanctions, plutôt les contre-sanctions que la Russie a prises en 2014 après les sanctions européennes par rapport à la filière agricole ont coûté très cher. Et aujourd'hui, la Russie qui importait notamment la filière porcine, la filière laitière, la filière du fromage, ils sont maintenant exportateurs alors qu'ils importaient de chez nous. Et donc, les sanctions, c'est le défaut occidental. On va prendre des sanctions, on va les punir, etc. Mais en même temps, on se punit nous-mêmes. Dans votre cercle familial, si vous punissez les enfants, vous faites attention de ne pas vous punir vous-même. Et juste de punir l'ado ou l'enfant qui a mal agi. Là, parce que c'est très facile de prendre des sanctions, mais après, c'est un peu plus compliqué, c'est de réfléchir aux effets à long terme des sanctions. Et là, on n'a pas, une fois encore, on a réagi de façon émotionnelle, on a pris des sanctions immédiates. Elles coûtent à la Russie, elles nous coûtent aussi à nous. Mais ce qui va coûter le plus cher à la Russie, en fait, au-delà de cela, et dont elle va payer le prix longtemps, c'est deux facteurs. Un, le serrage de vis, c'est-à-dire que la Russie était déjà un régime autoritaire, là elle a pris un virage néo-stalinien. Vous ne pouvez pas employer le terme de guerre en Russie. Donc on a rebaptisé le livre de Tolstoï, Opération spéciale militaire et paix, parce que c'est une livre guerre et paix, je plaisante, mais là où je ne plaisante pas, c'est qu'il y a un climat de terreur intellectuelle, de répression, qui fait remonter effectivement à Staline. Et beaucoup de Russes ne peuvent pas s'en accommoder. Et dès le départ de la guerre, il y a 100 à 200 000 Russes qui ont fui le pays parce qu'ils se sont dit on ne peut pas vivre dans ce pays-là, c'est irrespirable. Et puis ensuite, quand Poutine, admettant de fait son erreur, a voulu lancer une mobilisation dite partielle, et bien là, ce sont des centaines de milliers de Russes qui ont fui parce qu'ils sont prêts à mourir pour la patrie si celle-ci est attaquée, et ils l'ont prouvé dans le passé. Ils ne sont pas prêts à mourir pour Poutine pour aller attaquer un pays extérieur avec lequel, en plus, souvent, ils ont des liens familiaux. Et en tous les cas, des liens culturels et personnels. Et donc, il y a beaucoup de jeunes Russes qui sont partis. Tous ceux qui sont partis, soit dès le départ, soit par la suite, c'est des gens qui ont des connexions à l'étranger. C'est des gens qui ont un potentiel d'éducation important. Et souvent, ce sont des gens qui travaillent dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, ils vont manquer à la Russie. La Russie a déjà un problème démographique, puisqu'elle est en déficit démographique. Mais là, et elle a un problème d'intelligence artificielle et de maîtrise des nouvelles technologies. Poutine est celui qui a dit en 2017 celui qui maîtrise l'intelligence artificielle dominera le monde. Mais là, il est en train, sur tous ces plans-là, de revenir en arrière. Et donc, la Russie, qui est complètement coupée du monde occidental, va payer un prix. Mais en fait, les vrais dindons de la farce, ce sont les Européens. Et dans cette catégorie, au premier rang, l'Allemagne et la France. L'Allemagne avait un modèle économique basé sur une énergie abondante, bon marché, venant de Russie. C'est terminé. Le modèle économique allemand est remis en cause. Ils vont payer plus cher leur énergie, et le principaux postes industriels, la chimie et l'automobile, en sont de gros consommateurs. Donc l'Allemagne va devoir changer son modèle économique. Et la seconde victime, ou la première, c'est la France. Pourquoi nous, c'est plus que l'économie, on souffre de l'économie, 40 milliards d'énergie, un surcoût de 40 milliards cette année, sans parler des avoirs qu'on a abandonnés. Eh bien, la France, elle est encore plus victime parce que tout l'ADN géopolitique de la France est remis en cause. Depuis
Le début de la Ve République, l'ADN géopolitique de la France, c'est on développe des liens importants avec Moscou pour se donner des marges de manœuvre. Pas parce qu'on aime le régime. De Gaulle n'était pas communiste, il n'était pas... Mais De Gaulle parlait d'ailleurs de la Russie éternelle dès les années 60. Mais en tout cas, son idée qui a été poursuivie par tous les présidents, et principalement François Mitterrand par la suite, c'est de dire on a besoin d'avoir un dialogue fort et indépendant avec Moscou pour ne pas être dans un face-à-face bilatéral enfermant avec Washington. Ceci n'est plus possible. Ceci n'est plus possible. On ne peut plus avoir des relations importantes avec Moscou tant que Poutine sera au pouvoir. Et deuxième point, l'ADN stratégique français, c'était on va développer l'autonomie stratégique européenne. Voilà, c'est mort. En novembre 2019, Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. Et là encore, une fois de plus, l'émotion l'emporte sur la raison. Pourquoi cette autonomie stratégique européenne est en état de mort cérébrale? Parce que tous les pays européens, sauf la France, pensent que par rapport à une menace existentielle militaire de la Russie, seuls les États-Unis peuvent garantir notre sécurité. Et si seuls les États-Unis peuvent garantir notre sécurité, on ne va pas aller les embêter avec des détails commerciaux, etc. On va accepter leurs conditions de peur qu'ils nous abandonnent, de peur qu'ils nous laissent livrer à nous-mêmes par rapport à la menace russe. Et on est en train de prier pour qu'il n'y ait pas le retour de Trump qui commençait à partir lorsqu'il était président et à séparer l'Europe des États-Unis. Et donc on est prêt à faire toutes les concessions aux États-Unis, et lorsque la France vient parler d'autonomie stratégique européenne, elle passe pour anti-américaine, elle passe pour un pays qui, en réalité, met en cause la sécurité, puisque cela pourrait nous éloigner des États-Unis. En fait, plusieurs choses sont fausses là-dedans. Un, l'autonomie n'est pas contre l'alliance. L'autonomie ne s'oppose pas à l'alliance. L'autonomie s'oppose à la dépendance, ce qui n'est pas la même chose. Deuxièmement, et c'est là où on se dit dans quel monde vit-on de conscience, très honnêtement, si l'armée russe n'est pas capable de garder Kherson et qu'ils doivent franchir le Dniepr pour partir, d'abandonner la seule ville qu'ils avaient, la seule grande ville importante qu'ils avaient conquise, comment voulez-vous qu'une armée qui subit revers sur revers, qui n'est pas capable d'avancer en Ukraine, y compris dans les régions russophones, soit capable d'arriver à Varsovie, Berlin ou Strasbourg? Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est simplement pas raisonnable. Et vous voyez que la Suède et la Finlande, qui étaient des pays neutres depuis 200 ans pour la première, 75 ans pour la seconde, rejoignent l'OTAN de peur d'être attaqués par la Russie. Ils n'en éprouvaient pas le besoin quand Staline était au pouvoir. Donc l'Europe est dans un très mauvais état, et en plus, les États-Unis nous livrent une guerre commerciale sur deux plans. On n'achète plus de gaz à la Russie, c'est ce que demandaient les Américains depuis longtemps. Depuis très longtemps. Il y a toujours eu des problèmes. Déjà, dans les années 80, il y a eu des querelles sur les gazoducs entre l'Europe et les États-Unis. Là, ils sont contents, on a fermé les gazoducs. Et on leur achète du gaz. De schiste, donc, ce qui, pour la préservation de la planète, n'est pas la meilleure des solutions. Qu'ils vendent 4 fois plus cher aux Européens qu'aux industriels américains. Donc il va y avoir une distorsion de concurrence au profit des acteurs américains, du fait qu'ils ont une énergie qui va continuer à être bon marché, ou en tous les cas moins chère que leurs concurrents européens. Deuxième point, c'est que Biden a adopté un Inflation Reduction Act, programme immense de 400 milliards de dollars, 700 milliards de dollars d'aide à l'économie pour la moderniser, pour la verdir, c'est très bien, mais il y a beaucoup de primes aux investisseurs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les industriels américains qui étaient en Europe vont rapatrier leur production aux États-Unis, et que les industriels européens qui étaient sur le territoire européen vont aller investir aux États-Unis pour avoir une énergie moins chère et pour avoir des réductions fiscales des revenus, puisque, selon les produits, il y a des bonus qui sont donnés aux gens qui vont aller produire aux États-Unis. Ce n'est pas vraiment le comportement d'un allié. Macron est allé à Washington pour s'éventer que c'était une visite d'État, etc., mais comme si c'est pas une gloire d'être considéré comme un ami par les Américains.
Et en fait, Biden dit, je ne m'excuserai pas, je ne vais pas changer ma politique. Et donc, en fait, les Américains nous demandent d'être alliés face à la Russie pour l'Ukraine, face à la Chine dans d'autres points, mais en même temps, nous font une guerre économique. Et ce sont eux les grands vainqueurs, d'une part, parce qu'ils sont en train... Le problème, c'est que tout le coup, l'économie russe est un fait, mais là, ils sont en train de s'attaquer à l'économie européenne, qui est pourtant évoquée. Certains se disent, est-ce que c'est intelligent d'affaiblir les alliés? Mais Biden, lui, il pense aux élections 2024, il ne pense pas au sort de l'Alliance d'ici 30 ans. Et ce sont les États-Unis qui sont les vrais vainqueurs de cette guerre. On a oublié la débâcle de Kaboul du 15 août 2021. Lorsque le 15 août 2021, les États-Unis doivent quitter de façon humiliante l'Afghanistan, il fallait qu'ils partent. Rester plus longtemps n'aurait servi à rien. Mais ils auraient pu sortir la tête haute. Et en tous les cas, ils sont plutôt partis la queue basse. Et ça s'est vu partout. Et donc, la crédibilité stratégique américaine a été atteinte parce que les alliés américains se disent, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Les pays du Golfe, notamment, se sont dit, est-ce qu'on peut leur faire confiance s'ils peuvent abandonner si rapidement et en laissant même un tas de matériel? Les Américains ont dépensé 2 000 milliards de dollars en Afghanistan en un temps. 2 000 milliards de dollars. Pour un pays dont le PIB annuel est de 20 milliards. C'est vous dire l'écart. Où est parti cet argent? Ça, bon, oui, certains, il n'a pas été perdu par tout le monde, mais on voit quel gâchis. Mais grâce à l'action de Poutine, les Américains apparaissent comme étant les seuls protecteurs possibles des Européens, et donc on a complètement oublié la débâcle de Kaboul et la perte de crédibilité américaine. Je crois que par rapport à cela, il y a vis-à-vis de ce monde occidental qui est uni, qui est plus fort, on augmente tous les dépenses militaires, mais pour acheter les armes aux États-Unis, on achète du gaz, on achète des armes, c'est bingo pour les Américains. Donc l'Europe deviendra plus forte parce qu'elle se renforce militairement, mais elle est surtout plus dépendante des États-Unis, donc elle n'est pas plus forte. Mais par rapport à ce paysage, il y a deux choses à voir qui ne sont pas, à mon avis, suffisamment vues dans les médias. Le monde occidental est uni. On a pris une série de sanctions contre l'Ukraine, même la Hongrie a suivi, etc. On n'est pas d'accord sur la suite des opérations. Parce que les pays baltes et la Pologne veulent punir la Russie. Lech Walesa a déclaré au micro de Darius Rojban qu'on ne sera pas en paix tant qu'il n'y aura pas une Russie de moins de 50 millions d'habitants. Il n'a pas dit comment on allait opérer pour qu'il y ait moins de 50 millions d'habitants, mais c'est une question importante quand même. Et donc, ils veulent de nouveau unir la Russie. La France, l'Allemagne disent qu'il faudra bien préparer, parce que la Russie restera un pays et restera sur le continent européen. Il n'y a pas de dérive des continents. Donc l'Europe est unie, le monde occidental est uni, mais en fait, c'est nous qui sommes isolés. Le monde occidental est isolé. Parce que les autres en ont un peu assez de nos méthodes, de ce que l'on a fait dans le passé, de la façon dont on agit sur le conflit ukrainien. Et quand vous voyez les listes des résolutions, il y a 130 ou 140 pays qui ont condamné l'agression russe de l'Ukraine. Mais qui a pris les sanctions contre la Russie? Nous, c'est tout. Que les pays occidentaux. Aucun pays latino-américain, même le Brésil de Bolsonaro, même la Colombie de Duque, qui est très à droite, qui était très pro-américain, qui n'était pas encore président à l'époque. Aucun pays africain n'a pris de sanctions contre la Russie, y compris les plus proches alliés de la France, comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Mali non pas, le Sénégal, le Mali, forcément, il va voter contre. Et aucun pays asiatique, sauf la Corée du Sud, le Japon, Singapour, qui sont en fait des pays occidentaux d'un point de vue stratégique, n'ont pris de sanctions contre la Russie. Et pourquoi? Pour une série de raisons. La première, c'est que chaque pays a une bonne raison de ne pas prendre de sanctions. Il met des armes, il vend son pétrole avec du rabais, etc. Donc je ne vais pas me tirer une balle dans le cou. Mais la raison fondamentale, c'est de dire, ça c'est votre affaire. Nous, quand il y a des conflits, vous en occupez pas. Là, il y a un conflit qui vous concerne vous et vous prenez des sanctions qui nous atteignent nous. C'est à cause de vous qu'on a failli avoir une crise alimentaire. C'est à cause de vous que le coût de l'énergie se renforce. Et puis, vous accueillez tous les réfugiés ukrainiens, mais finalement, dans les années précédentes, quand il y a des réfugiés qui venaient d'Afrique ou du monde arabe, vous n'en vouliez pas.
Donc ne nous demandez pas d'être solidaires de vous alors que vous n'avez pas été de nous. Et puis là, un peu partout, la lassitude de la domination occidentale du monde. Le monde occidental, pendant 5 siècles, a dominé le monde, cette période est révolue. Et aujourd'hui, on le voit bien, malgré les pressions diplomatiques extrêmement importantes qui ont été faites par les Américains, par les Européens aussi, de dire aux pays africains, aux pays latinos, faites comme nous, prenez les sanctions. Les gens disent non, non, ça ne nous intéresse pas. Les sanctions, c'est votre politique, c'est pas la nôtre. Et nous avons des intérêts à maintenir des liens avec la Russie. Donc on ne va pas se pénaliser pour vous obéir. Surtout que vous avez décidé seuls des sanctions au lieu de nous consulter et que maintenant vous demandez à ce qu'on les applique alors que vous avez décidé sans nous. Comme vous avez décidé sans nous d'intervenir en Libye alors qu'on vous disait, nous, pays africains, de ne pas le faire, que vous avez renversé Kadhafi pour des raisons de politique intérieure, et que maintenant, c'est nous qui subissions les conséquences de ce renversement de Kadhafi. Donc, vous ne nous écoutez pas, on ne vous écoute pas, et voilà. Et donc, il y a une nouvelle division du monde qui est en train de se créer, qu'on appelle The West versus le reste. L'Ouest contre le reste. Le reste, ce n'est pas le tiers-monde d'il y a une quarantaine d'années, parce que le tiers-monde était uni économiquement, était uni politiquement. Là, il n'y a pas grand-chose de commun entre la Corée du Sud et Haïti, entre le Qatar, la Mongolie et, disons, l'Afrique du Sud et le Brésil. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est de dire, nous, ce n'est pas une nouvelle guerre froide. Parce que pendant la guerre froide, si un pays était allié avec Moscou, il n'y avait pas de relation avec Washington. Et inversement. Là, aujourd'hui, tous les pays de ce qu'on appelle le Sud global, tout ce qui n'est pas l'Occident, se disent on veut avoir des relations, ils font du en même temps à leur manière. On va avoir des relations et avec les Occidentaux et avec les Russies. Et ne nous demandez pas de choisir. Parce que sinon, on n'est pas sûr qu'on vous choisira. Parce que il y en a suffisamment de votre arrogance. Là, vous protestez contre la guerre, mais vous avez fait la guerre d'Irak il y a peu de temps, etc., etc. La guerre d'Irak revient comme un boomerang dans toutes les argumentations des pays du Sud. Mais en fait, là, c'est un amuse-gueule. La guerre entre la Russie, l'Ukraine et, par proxy, interposer le monde occidental. Le grand défi à venir, c'est les relations entre la Chine et les États-Unis. Et la grande théorie à la mode, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Thucydide avait écrit l'histoire des guerres du Péloponnèse. Qu'est-ce que le Péloponnèse a à voir avec la Chine et les États-Unis? Simplement, Thucydide avait écrit que la guerre entre Sparte et Athènes était devenue inéluctable à partir du moment où Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes. Donc le piège de Thucydide, c'est quand le numéro 1 se fait rattraper par le numéro 2. Alors, on pourrait dire, oui, mais là, la Chine, les États-Unis, ils font beaucoup de commerce. Du temps de la guerre froide, il y avait 2 milliards d'échanges économiques par an entre la Russie, entre l'URSS, et les États-Unis. Aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, c'est aussi 2 milliards, et par jour. Donc ça n'a pas la même ampleur. Mais le fait qu'ils commercent n'empêche pas les conflits. L'Allemagne était le premier partenaire commercial de l'Angleterre avant la Première Guerre mondiale. Donc ce n'est pas... Et effectivement, quand on fait le compte des conflits, des 16 cas où le numéro 1 se fait rattraper par le numéro 2, il y a eu 16 cas historiques, dans 12 cas, ça a été la guerre. Ça n'a pas été la guerre quand l'Espagne a doublé le Portugal au début du XVIe siècle, lorsque les États-Unis ont doublé le Royaume-Uni au début du XXe, lorsque l'Allemagne a doublé la France et le Royaume-Uni dans le niveau intra-européen dans les années 90, et le seul cas, mais c'était la même famille. C'était la même famille. Le seul cas où, lorsque l'URSS a commencé à rattraper les États-Unis, Nixon et Kissinger ont fait la détente, en disant on faiblit un peu, il vaut mieux s'accommoder. Je ne vois pas les dirigeants américains faire ce type de calcul. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et pourtant, au plus fort de la guerre froide, l'URSS n'a jamais fait que 40% du PIB américain. Aujourd'hui, la Chine fait 70% du PIB américain. Elle en faisait 10% en 2001 quand elle est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc en 20 ans, elle est passée de 10 à 70%. Alors ne vous trompez pas, ce n'est pas les droits de l'homme qui est un problème
aux États-Unis par rapport à la Chine. Ce sont ces deux chiffres, 10, 70. Parce que les droits de l'homme, ils n'ont jamais été respectés en Chine. Et auparavant, les Américains s'en contrefichaient. Lorsque Nixon et Kissinger vont à Pékin pour faire une alliance de revers contre l'Union soviétique, il n'y a pas, la Chine de Mao n'est pas une démocratie scandinave. C'est un pays totalitaire, plus répressif qu'aujourd'hui. Mais ils font la peine, parce qu'ils ont besoin stratégiquement. Dans les années 90, Clinton demande aux entreprises américaines d'investir en Chine où il y a une main-d'œuvre bon marché, disciplinée, qui ne fait jamais grève. La Chine n'est pas une démocratie. Donc, les Américains mettent en avant les critères droits de l'homme démocratiques. Je ne dis pas qu'ils sont respectés en Chine. Oui, la Chine est un pays autoritaire, pas totalitaire, mais autoritaire. Oui, la Chine est un pays répressif. Mais ce n'est pas ça qui motive la rivalité entre Pékin et Washington. Ce qui motive la rivalité, c'est que du temps de la guerre froide, les Américains avaient un rival technologique qui était le Japon et un rival stratégique qui était l'Union soviétique. La Chine, c'est les deux à la fois. Et ça angoisse les Américains qui, depuis 1945, sont la première puissance mondiale et qui, ça veut dire, quand vous êtes la première puissance mondiale depuis 1945 et que nous sommes, disons, en 2023, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'actualité qu'on avait à peu près 15 ans, tous les Américains de moins de 93 ans ont toujours vécu dans le premier monde. Et on peut ajouter que même avant, ils pensaient que c'était eux les meilleurs, les plus vertueux, les plus moraux, etc. Donc voir un pays, en plus communiste, les dépasser, c'est inacceptable. Alors heureusement, par rapport à la situation entre l'Allemagne et l'Angleterre, ce qui modifie les choses, c'est la dissuasion nucléaire, qui n'existait pas du temps de Sparte et Athènes et du temps du royaume anglais. Est-ce qu'il y aura une guerre sur Taïwan? Pour la Chine, Taïwan, c'est la Chine. C'est plus important encore que l'Alsace-Lorraine pour la France entre 70 et la Première Guerre mondiale. Donc le Parti communiste estimera que sa mission n'est pas remplie tant qu'il n'a pas récupéré Taïwan, qui est censé être acheté. C'est Maurice Lourdeau-Montagne, un diplomate français, qui a fait une comparaison. C'est un peu, alors certains ont trouvé ça osé, mais quand même, c'est un peu comme si, après la fin de la guerre, Seconde Guerre mondiale, Pétain s'était réfugié en Corse ou à l'Île-Dieu et dit c'est moi la France et un jour ou l'autre, je reviendrai conquérir la Chine. On ne l'aurait pas accepté, on ne dirait pas non, c'est pas normal. Donc ça, c'est le point de vue chinois. Est-ce qu'ils vont faire une réunification par la force? Ils en ont les moyens. Mais je crois qu'il est trop rapide de faire une analogie Russie-Chine, Ukraine-Taïwan. Pourquoi? Parce que déjà, Taïwan est une île. Et qu'on n'envahit pas une île aussi facilement qu'on envahit le territoire du voisin. Les chars, ça passe facilement à la frontière. Il faut les équiper sur des bateaux pour les envoyer. Ils peuvent être coulés à tout moment. Donc, militairement, c'est plus compliqué. Deuxièmement, la Chine s'est aperçue que la partie n'était quand même pas très facile pour la Russie. Elle n'a pas envie d'avoir les mêmes problèmes. Troisièmement, les États-Unis avaient dit que quoi qu'il se passe, ils n'iraient pas défendre l'Ukraine. Et là, ils disent que quoi qu'il se passe, ils iront défendre Taïwan, ce qui change un peu la donne. Et puis enfin, la Chine a d'importants intérêts économiques à Taïwan, qui produit 80% des semi-conducteurs dans le monde. Donc si on n'a pas ça, on est tous morts. Et donc, elle ne va pas aller tuer sa ressource économique, parce que ce qui compte pour la Chine, c'est la croissance économique. La légitimité du Parti communiste chinois aujourd'hui, ce n'est pas les œuvres de Mao ou les 8 tomes du Capital de Karl Marx. C'est le taux de croissance. Et s'il y a une guerre, ce taux de croissance diminue. La Chine soutient la Russie, on l'entend souvent, pas tant que ça. Parce que les Chinois en veulent aux Russes. Eux, ils pensaient qu'ils étaient tranquilles, que très naturellement, ils allaient devenir la première puissance mondiale. Et là, ils voient que la Russie donne un argument à leur adversaire américain de solidifier le monde occidental autour des États-Unis. Ça ne leur plaît pas du tout. Et par ailleurs, le prix des matières premières agricoles et de l'énergie augmente. Ce sont les deux principaux postes d'importation de la Chine. Donc ça vient, déjà la Covid, mais en plus ça vient ralentir la croissance. Mais la Chine ne peut pas accepter que la Russie perde, parce que ça serait une victoire occidentale. Et donc, ils vont se débrouiller pour ne jamais soutenir totalement. Ils ne fournissent pas une arme, pas une mitraillette à la Russie, mais se débrouiller pour que les sanctions soient contournées, que la Russie puisse survivre, etc., même s'ils voudraient que la guerre se termine le plus rapidement possible. J'ai l'impression que je suis presque à la fin, et je ne voudrais pas être, comme je suis le dernier obstacle entre vous et le déjeuner, je ne voudrais pas non plus trop prolonger.
cela, et vous avez peut-être des questions à poser. Voilà, grosso modo, un monde occidental, mais qui est en fait isolé par rapport au reste du monde. Et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que le monde occidental ne domine plus le monde. Si on continue à agir comme du temps on le dominait, en sanctionnant les pays, ça ne va pas marcher. Les sanctions ne marchent pas dans un monde qu'on ne domine plus. Les sanctions vont être détournées, vont être contournées. Les gens, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite vend son pétrole en renminbi à la Chine. La Turquie achète du gaz à la Russie en roubles. Donc le rôle du dollar comme monnaie internationale peut être mis en cause par les sanctions, parce que les pays se disent, si je prends du dollar, je vais être sanctionné, ben, je vais essayer de trouver un autre moyen que faire cela. Et donc, si nous ne prenons pas conscience que les autres existent, qu'ils veulent avoir la parole et que ce n'est pas en nous autoproclamant comme étant les plus vertueux que nous allons diriger le monde, et qu'il faut aussi un peu écouter les autres dans un monde qui est global, qui est divers et qui est fragmenté. Je vous remercie. Bien, je pense qu'après cette présentation, qui change certainement beaucoup de ce qu'on peut entendre à la télé parfois, souvent ce sont des raccourcis que déjà les journalistes font. Là, je pense que vous avez une présentation complète, objective de la situation dans laquelle nous sommes. Donc peut-être un petit volet agricole dessus. Qu'est-ce que vous voulez nous dire parce que vous parlez de sanctions. Lorsqu'ils ont envahi la Crimée, on a appliqué des sanctions. En fait, les premières victimes ont été les agriculteurs, déjà, enfin, en tout cas les Européens, les Français en tête. Et là, vous dites donc en fait, quelque part, les démocraties sont impuissantes, parce qu'à chaque fois qu'on met une sanction, ça se retourne contre nous, quasiment, j'ai l'impression. Alors, que devons-nous faire? C'est-à-dire, rien, on dit c'est pas bien, vous êtes des méchants, mais quel est le moyen d'action pour freiner un pays? Alors, déjà, les sanctions, on sait qu'elles sont moins efficaces si elles sont partielles. Les sanctions mondiales sont efficaces. Quand l'Iran a été sanctionné, y compris par la Chine et la Russie, pour avoir un programme nucléaire clandestin, l'Iran est venu négocier. Et ils ont négocié, ils se sont dit, tout le monde est contre nous. Ce n'est pas seulement les Occidentaux. Donc, Trump a décidé d'envoyer tout en l'air, mais on a trouvé un accord. Donc, quand ce sont des sanctions qui sont globales, cela fonctionne. Et donc, la règle, c'est de ne pas, nous, Occidentaux, décider des sanctions en disant ensuite aux autres, il faut les appliquer. On a décidé ça entre nous. Il faut négocier avec eux. Ça a pris plus de temps. Et ensuite, il y a les sanctions, c'est souvent fait pour répondre à une demande du public. Donc, il faut faire quelque chose. Ça coûte très cher. Il y a 40 000 personnes qui bossent dans une des plus grandes américaines pour étudier les sanctions. Ça coûte 1 milliard à Citigroup. Donc, regardez la BNP, 9 milliards d'amendes, etc. Donc déjà, il faudrait les prendre de façon globale et surtout, il faudrait étudier les effets à long terme au lieu de les prendre tout de suite et de dire, ouf, on a pris les sanctions, on les soulève. Par rapport à votre question agricole, puisque effectivement, en termes de céréales, la Russie et l'Ukraine, rappelez-vous du temps de l'Union soviétique, l'URSS importait les céréales. Parce qu'avec 4% de la surface cultivée, l'agriculture privée fournissait 25% de la récolte des récoltes russes. Donc on disait souvent, ouais, c'est une question de climat, il fait froid, c'est normal. En fait, la Russie exportait du temps des tsars, ils ont dû importer du temps de l'Union soviétique, et maintenant, de nouveau, vous avez l'Ukraine qui est le 3e exportateur de céréales, et la Russie qui est le 5e. Si c'est bloqué, effectivement, ça crée une tension. Ils ont trouvé un accord. Quand ils disent qu'ils ne négocieraient pas entre eux, sur les céréales, ils ont trouvé un accord parce que c'était leur intérêt commun. Et il y avait aussi une pression des Africains de dire « vous nous affamez ». Et quand Poutine a vu qu'il ne pourrait pas s'en sortir en remettant la faute sur les Occidentaux, il a fait des concessions. Il a bloqué les exportations en disant ce sont les Occidentaux qui ne veulent pas exporter, mais on a levé les interdits sur les échanges bancaires par rapport aux produits aussi russes. Donc, s'ils ont permis d'exporter de nouveau, il y avait besoin, et l'Ukraine a pu exporter de nouveau. Donc, quand ils veulent négocier, et là, comme c'était leur intérêt commun
pour avoir des devises pour exporter et aussi faire qu'il n'y ait pas une crise alimentaire qui se surajoute à la crise stratégique, ils ont trouvé ce moyen de le faire. Mais par rapport au volet aussi agricole, si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, je ne sais pas ce que va devenir l'agriculture française. Parce qu'ils vont venir disputer les crédits de la PAC dont on sait qu'ils ne sont pas en augmentation. Et que c'est un grand pays agricole et que le choc, ce n'est pas un petit pays en termes de nombre d'habitants, en termes de besoins, etc. Et donc, je pense effectivement qu'il faut... Les responsables politiques se sont gargarisés de dire on a obtenu le statut de pays candidat pour l'Ukraine, et ça fait beau, grand, généreux, et qui va en payer le prix? Et je pense que le monde agricole doit se mobiliser pour étudier les perspectives que provoquerait l'entrée, les conditions de négociation. C'est un très long processus. Je crois vraiment que vous avez intérêt à vous mobiliser pour étudier au plus près les conséquences dont je doute qu'elles soient positives que pourrait avoir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et faire valoir entendu, parce que les politiques vous écoutent, mais il ne faut pas qu'ils disent qu'ils vous écoutent et qu'ils prennent des décisions qui sont frontalement, tous partis confondus, frontalement contre vos intérêts. Bien, vous dites que c'est la première question qui est la plus dure à les poser. Donc, voilà, il y a un bras qui se lève. Ah, mais c'est Hervé. Hervé Pillot. Relève le bras pour qu'on te l'identifie, je pense. Hervé Pillot, président du groupe Établir. Merci tout d'abord pour votre présentation. Ma question, c'est sur un élément qui, je ne sais pas s'il est important, mais dont vous n'avez pas parlé, c'est la position d'Israël, qui régulièrement est alignée sur les États-Unis. Je ne sais pas qui est aligné sur qui, là on ne voit pas. Et peut-être en prolongation, certains autres pays qui semblent pas alignés, on ne parle plus de non-alignés, mais je pense que certains pays africains, pas forcément des grands, comme le Rwanda, comme le Maroc, qui ont une position qui monte, je pense, sur le continent, et particulièrement Israël. Comment vous voyez cette position? Alors, je pense qu'Israël va rentrer dans une période difficile, puisque le nouveau gouvernement qui va être en place va intégrer 14 membres d'un parti d'extrême droite dont le leader avait appelé à l'assassinat de Isaac Rabin il y a 20 ans. Donc, ça ne pourra pas ne pas avoir des conséquences sur la perception que les Américains ont d'Israël. Anthony Blinken ou de nombreux Américains ont mis en garde sur l'entrée de ce parti au gouvernement, et il risque d'avoir un divorce entre la communauté juive américaine qui est libérale, qui est progressiste, et Israël s'il y a ce nouveau gouvernement, ce qui va avoir quand même des conséquences importantes. Pour les pays arabes qui ont fait la paix avec Israël, il sera plus difficile de justifier cette paix si ce nouveau gouvernement, qui est avec des membres ouvertement racistes anti-arabes, sont au gouvernement. Donc ce sont, comme l'a dit Thomas Friedman, qui est un des plus grands extrémistes américains, le juif lui-même, en disant « je ne reconnais plus mon Israël », et il disait « mais ça va être difficile d'aller dans les facs américaines pour soutenir Israël via ce gouvernement-là, et ça va être difficile d'expliquer aux Émirats arabes unis au Maroc d'être pro-Israël s'il y a ce gouvernement-là ». Vous avez vu que les joueurs marocains, des fois, brandissent le drapeau palestinien. Il y a l'accord d'Abraham, il y a la reconnaissance de la souveraineté du Maroc en 1965, qui a un succès, mais ce sont des réconciliations au sommet, pas à la base, entre les populations. Par rapport au conflit entre l'Ukraine, Israël avait espéré jouer un rôle de médiateur. Poutine a d'excellentes relations avec les dirigeants israéliens, notamment avec Netanyahou d'ailleurs. Poutine et Netanyahou s'entendent très très bien, moins avec les autres, mais enfin la Russie est très présente en Israël. Zelensky est juif, comme vous le savez, donc ce qui est un peu bizarre de dire que ce sont les nazis qui sont au pouvoir à Kiev, par ailleurs. Et il y a des liens entre des oligarques ukrainiens et Israël. Mais Israël n'a pas joué cette carte, et je ne suis pas sûr qu'il pouvait le jouer, donc elle n'a pas pu être médiatrice entre Zelensky et Poutine. Et donc, cette guerre pour Israël, elle ne les gêne pas plus que cela, ils s'en sont tenus à part, et donc, voilà, on ne les paie pas en accusation, ni on les sollicite, donc pour l'instant, cette guerre n'a pas de conséquences importantes sur Israël. Pour ce qui est du Rwanda, la guerre en Ukraine peut avoir des conséquences négatives. Pourquoi? Parce que
notamment encore il y a peu, le docteur Mukwege a dit, mais donc le prix Nobel de la paix, qui est congolais, de RDC, qui est attaqué par son gouvernement, mais aussi met en garde contre les attaques d'une milice, le M23, soutenue par le Rwanda, pour venir en RDC, piller les matières premières du RDC devant une très grande différence. Et donc Mukwege dit, mais pourquoi vous, les Occidentaux, vous protestez contre l'agression d'un pays par un autre et l'acquisition de territoire quand c'est en Ukraine, mais nous, il y a des gens qui se font massacrer tous les jours, on sait que le Rwanda est derrière les 23, vous ne faites rien. Donc le Rwanda pourrait commencer peut-être à avoir des problèmes, même si le statut de Kagame, pour l'instant, lui fait échapper, que la France n'ose rien dire du fait de génocide. Mais aux États-Unis, il y a de plus en plus de protestations contre Kagame. Les autres pays dont vous parlez, le Maroc a fait une très belle Coupe du Monde déjà, on peut les féliciter. Enfin, pas trop belle, tant mieux d'ailleurs, il ne fallait pas non plus que ce soit... c'est très bien qu'ils seraient en demi-finale, on les félicite. Alors, en même temps, blague à part, ça va avoir un effet positif sur l'image du Maroc dans le monde africain. Le fait, voilà, un pays qui réussit, etc. L'image du Maroc dans le monde africain, et l'Afrique est très importante pour le Maroc, va être renforcée par cela, et au Maroc de profiter, de continuer ses investissements, etc. Le Maroc en veut un peu à la France, parce que la France n'adhère pas à sa vision sur le Sahara. Les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, l'Espagne a complètement changé de braquet en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara, alors que l'ancienne puissance coloniale. La France, comme membre permanent du Conseil de sécurité, est plus gênée pour abandonner la position de l'ONU sur le Sahara. Donc, on est un peu coincé. Mais surtout, c'est que la question des visas a été une maladresse insigne. Ça a été ressenti comme le fait de dire vous ne voulez pas prendre nos expulsés, pas qu'on va vous diminuer de moitié les visas. Ça a été vécu comme une humiliation pour les Marocains. Et surtout, ça a touché ceux qui aiment la France. Ceux qui viennent le plus souvent en France, ils d'un coup ne peuvent pas venir. Donc, ils en veulent beaucoup à la France. Et là, il est vraiment... Moi, j'aurais espéré que le roi vienne à la demi-finale pour qu'il puisse y avoir un sommet entre Macron et le roi. Il est temps que Macron aille au Maroc avec une liste bilatérale. Catherine Colonna y était hier. Je pense que la liste se passe bien. Mais on ne peut pas, on le fait trop souvent en France, on dit, oh, les bonnes... C'est pas comme l'Algérie. L'Algérie, il y a la guerre, le Maroc, s'est bien passé, l'indépendance. Et donc, des fois, on se dit, c'est pas trop la peine de faire les efforts, on s'entend bien. Si, il faut continuer à faire attention. Et là, il faut un peu réenchanter la relation entre la France et le Maroc. Une question, Jean-Luc, quelqu'un le micro jusqu'en bas, s'il vous plaît. Jusqu'en bas. Pour pas de course, le marathonien, là. Bonjour Monsieur Boniface, pour vous avoir lu et écouté, il me semble que juste avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous étiez de ceux qui n'y croyaient pas. Tout à fait. Lorsque je vous entends sur le potentiel conflit de l'attaque de la Chine sur Taïwan, vous n'y croyez pas. Ça m'inquiète. Je voudrais... je lis et j'écoute depuis quelques jours qu'il y aurait des pas de botte entre l'Iran et puis l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous n'avez pas la crainte qu'il y ait un deuxième front qui s'ouvre pour occuper les Américains, pour qu'ils laissent un peu l'Ukraine seule? Alors effectivement, jusqu'au 22 février 2022, je ne pensais pas que la Russie ferait la guerre. J'ai fait une erreur. Enfin, c'est Poutine qui a fait une erreur. Parce que si je pensais qu'elle n'allait pas la guerre, c'est que Poutine a fait l'inverse de ce qu'il a fait pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a brutalement, avec répression, restauré le statut international de la Russie. Ça a été sa constante. À plusieurs années, j'allais au forum de Valda, une centaine d'experts étrangers étaient invités, Poutine venait conclure, et à chaque fois il disait « Regardez où était la Russie quand j'ai pris le pouvoir, regardez où elle est maintenant ». Et force était de constater qu'il avait redonné un statut à la Russie qu'il est en train de nous faire perdre. Et c'est pour cela que Carrère d'Ancos, Védrine, Villepin, et tous ceux, et les 4 derniers ambassadeurs de France en Russie,
pensait que Poutine ne commettrait jamais cette erreur de dilapider 20 ans de travail politique. Alors oui, les gens peuvent faire des erreurs et Xi Jinping peut, par orgueil, par mauvais calcul, dire bah, là, Taïwan, il y a une fenêtre d'opportunité, j'en profite, etc. Ce n'était pas le scénario majeur. Mais on ne peut pas l'exclure totalement parce que les choses ne sont pas totalement maîtrisées. Par rapport à l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce n'est pas seulement l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est que là, on a un pouvoir qui va complètement à volo, la contestation grandit et malgré la répression, elle ne s'éteint pas. Et chaque mort suscite de nouvelles contestations. Mais le régime ne veut pas supporter la contestation, parce que c'est la fin du régime, et qu'il ne veut pas l'accepter. Je ne suis pas sûr que la répression suffise à faire taire la contestation, mais je ne suis pas sûr que la contestation suffise à renverser le régime. Parce qu'elle a la force et ses faiblesses, c'est viral, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de programme, c'est juste on veut plus vous voir les voilà, on veut plus vous voir, etc. Donc ça peut durer longtemps. Et parallèlement, l'Iran se dirige vers l'arme nucléaire, puisque Trump a commis l'erreur majeure de rompre un accord conclu qui empêchait 2 scénarios de catastrophe, un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Donc il y a un moment donné où, par exemple, Israël pourrait dire l'Iran est près de l'arme nucléaire, je vais bombarder pour l'empêcher. Ou les États-Unis pourraient se dire cela. Donc effectivement, les difficultés intérieures du régime iranien ne sont pas forcément une bonne nouvelle pour la stabilité stratégique. On peut se réjouir de voir le régime répulsif en difficulté, mais stratégiquement, cela n'est pas porteur de stabilité. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, bonjour Monsieur Boniface, François Arnoux, exploitant agricole. Après cette présentation que je trouve assez sombre quand même, mais malheureusement probablement très réaliste, est-ce que quand même avant de manger, pour rassurer aussi rassurer nos jeunes qui sont là-haut, est-ce que vous pourriez quand même essayer de nous présenter quelques éléments positifs concernant l'agriculture française, s'il vous plaît? Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions agricoles, donc c'est vous qui pouvez répondre à cela. Le côté positif que l'on peut voir, c'est que d'une part, les besoins alimentaires vont augmenter au niveau mondial, du fait de l'augmentation de la population et d'une demande accrue et de l'urbanisation de la population qui change les modes alimentaires, donc qui fait consommer des produits alimentaires de qualité différente et meilleure. Donc, je veux dire, on a quand même un atout formidable à la fois sur la balance commerciale et en termes de puissance, puisque la demande alimentaire va continuer à croître. Donc, il n'y a pas d'argument pour diminuer la production agricole française. On est un des rares pays exportateurs, on est suffisant et c'est un de nos domaines d'excellence, y compris dans le domaine agroalimentaire. Donc on a intérêt à préserver cela et justement à faire attention que des déclarations humanitaires ne viennent pas avoir un impact sur la solidité de ce système. Ouais, on sent la question de François et voir un côté positif. Est-ce que vous ne pensez pas que la souveraineté alimentaire, dont on parle de plus en plus, qui s'est renforcée déjà avant l'Ukraine, mais est-ce que le conflit ukrainien ne peut pas renforcer cette notion de souveraineté alimentaire qu'on voit en France et dans d'autres pays comme l'Inde ou ailleurs? Les deux leçons et du Covid et de la guerre d'Ukraine, c'est qu'il faut renforcer la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on importe, on a du mal, mais si on est dépendant d'un point de vue alimentaire, on est en situation de fragilité extrême. Donc oui, effectivement, ces deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui ont produit quand même des réflexions sur le fait de ne pas dépendre sur des choses vitales de l'étranger. Or, l'alimentation, elle est par définition vitale. Effectivement, mais par contre, quand on écoute en tout cas la politique agricole européenne, prenez une orientation, c'est-à-dire qu'on produit trop en Europe, donc on peut ralentir notre production. Est-ce qu'on produisait trop en Europe? Je pense que c'est le sentiment de nos fonctionnaires de dire, voilà. Et la souveraineté alimentaire, pour moi, elle va plus loin. C'est-à-dire que c'est aussi la capacité à nourrir des populations, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les Russes fournissent les Africains qui, du coup, sont dépendants des Russes. Et nous, on a perdu cet aspect stratégique de l'alimentation qui fait qu'aujourd'hui, on peut... on tire une balle dans le pied. On voit bien effectivement que
déjà, si on satisfait nos besoins, c'est ça, mais on voit bien que l'attractivité que peut être l'offre d'une fourniture alimentaire à des pays étrangers est une façon bien plus importante pour conquérir le cœur et les esprits. On se plaint d'être moins populaire en Afrique. S'il y a des carences alimentaires et qu'on vient les réduire en partie, et résoudre une partie de ce problème, il ne suffit pas de dire oui, c'est Wagner qui nous sape la popularité. C'est que si on ne donne pas ce type d'aide, et qui en plus qui est visible, qui est concrète, qui est immédiate, ben là, notre popularité en Afrique, elle se renforcera. Effectivement, pour des raisons, je dirais, de décisions bureaucratiques, on s'empêche de développer des choses qui sont non seulement économiquement importantes, socialement importantes, mais géopolitiquement importantes, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce, le prestige, la popularité d'un pays. Oui, une autre question. Là, vous disiez tout à l'heure que c'était les Américains qui avaient potentiellement la capacité à siffler la fin de la partie. Donc, quelle est l'étape dans le conflit qui pourrait amener, selon vous, les Américains à engager par la voie diplomatique, vraiment en janvier, les Républicains vont prendre le contrôle de la Chambre des représentants, donc c'est eux qui auront les cordons de la bourse. Et ils commencent à dire qu'ils ne vont pas payer sans cesse pour l'Ukraine. Donc l'aide pourrait être réduite. Deuxièmement, le chef d'état-major de l'armée américaine a dit publiquement que la Crimée, ce n'était pas forcément restituable tout de suite, etc. Pourquoi ? Parce qu'il a peur que si on attaque la Crimée, Poutine utilise l'arme nucléaire. Et par ailleurs, même si la Crimée a été annexée de façon illégale par la Russie, les gens qui sont en Crimée se sentent russes, sont russophones. Et ils ne se sentent en aucun cas ukrainiens. Donc la reconquête de la Crimée par l'Ukraine serait considérée comme une guerre d'invasion qui susciterait les résistances. Donc les Américains sont en train de se dire qu'il faut un peu calmer Zelensky dans ses appétits de reconquête, et donc qu'ils ont empoché leurs bénéfices, et que s'ils parviennent à dire que c'est eux qui ont fait la paix, ils auront le beurre, l'argent du beurre. Avec le scénario Cohen. Comment ? Avec le scénario Cohen, c'est-à-dire qu'effectivement, soit ça permet la paix, soit au contraire, ça donne des idées à Poutine de revenir à la charge en Ukraine. Ça veut dire que comme je suis trompé une fois, je me trompe toujours, mais je pense que Poutine n'est pas prêt à relancer une guerre parce qu'il n'en a plus les moyens. C'est pas une question de volonté, il n'en a plus les moyens. Et là, les Russes sont très résilients, ils supportent beaucoup de leurs dirigeants, sauf de perdre la guerre. Le problème de Poutine, c'est de ne pas devenir nouveau Nicolas II. Donc il va pas. Si Poutine peut s'en sortir avec un discours qui lui permet d'apparaître comme ayant gagné quelque chose, et ben il va se dire ouf, je me suis sorti de ce piège dans lequel je suis même par ailleurs, et donc maintenant on va passer à autre chose. Oui, d'autres questions? Oui, puis Bonjour, simplement pour dire qu'on a parlé des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la France, mais on n'a pas parlé beaucoup de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut espérer reprendre un peu de leadership, l'existence d'une unité européenne dans la suivi du conflit, et en lien, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, et après la paix, est-ce qu'on repense comme avant, c'est-à-dire qu'on achète toujours dans le monde le moins cher, sans se soucier de l'indépendance alimentaire. Sur ce dernier point, la réflexion est déjà en cours depuis le Covid. Et la guerre d'Ukraine le renforce. Mais on a deux visions de l'Europe. Il y a la vision balte, où il y a avant le Royaume-Uni, les Baltes, les Polonais, c'est jamais sans les États-Unis. Et la vision de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, même de l'Italie, c'est de dire on a une voie autonome à faire valoir. Sauf que cette voie-là, aujourd'hui, elle n'est pas entendable. Les Français, les Allemands se disent on a été très proches des Russes, donc on nous accuse de les avoir trop courtisés, et les Français et les Allemands ont du mal à assumer leur position.
Après, quand la guerre sera éloignée, c'est pas normal qu'aujourd'hui, ce soit la Pologne et les Pays-Bas qui mènent le bal en Europe. Ils n'en ont pas le poids, ils n'en ont pas la légitimité, mais les autres pays sont un peu en retrait. Il faudra attendre un peu pour pouvoir reprendre l'initiative. Et il est vrai que quand même à 27, c'est très lourd, quoi. Mais au moins, il n'y a plus les Britanniques. Et déjà une bonne chose. Y aurait-il d'autres questions? Oui, j'en vois une autre à droite, une à droite. Lève bien droit, ça va venir ton côté gauche. Oui, bonjour. Est-ce que tout simplement, ce qui ne régit pas de l'ordre du monde, c'est le rapport qu'on a avec l'énergie entre les pays? L'énergie est un facteur important, bien sûr, parce qu'elle est la source de tout, mais comme l'alimentation, comme l'intelligence artificielle, le rapport au monde ne dépend pas que d'un seul facteur, c'est un ensemble de facteurs qui, mis ensemble, déterminent cela. Donc, l'énergie, disons, on le ressent particulièrement parce que c'est ça qui pèse le plus en ce moment, mais ce n'est pas le seul facteur de dépendance à l'égard du reste du monde. D'autres questions? Oui, une question. Vous avez parlé effectivement du danger de peut-être l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de la montée des nationalismes vis-à-vis des pays européens qui touchent l'Ukraine? Vous voulez parler de la Pologne, de la Hongrie, etc. Ces pays sont des scandales. Je veux dire, ces pays reçoivent des fonds européens importants et ils vont dire c'est comme du temps de l'Union soviétique, on est obligé d'obéir à Bruxelles. Bruxelles veut... Bon. Donc je pense que la Commission a bien fait de se réveiller et de conditionner les aides à ces pays au respect des règles européennes. Parce qu'ils veulent les fonds structurels européens et aller après ne pas respecter les règles européennes et s'acoquiner avec les Américains. Les Ukrainiens font exactement la même chose, en plus gros d'ailleurs s'ils rentraient dans l'Europe. On paierait la reconstruction, on paierait les aides, etc. Et on donne des fonds structurels importants à la Pologne et ils n'achètent que des armes américaines. Ils n'achètent pas d'armes européennes. Donc en fait, on les cocu et on paye la chambre. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui, on voit encore une autre en bas. On a encore de l'énergie, c'est bon, on va tenir. Bonjour. Comment voyez-vous l'avenir avec la moindre disponibilité des matières premières, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient les phosphates pour les engrais, que ce soit les métaux rares pour l'informatique? Il faut qu'on change de mode de consommation, il faut qu'on fasse plus de recyclage, il faut que l'on produise à... Voilà, les ressources ne sont pas illimitées. Et donc, effectivement, on dit on va verdir l'économie, mais pour verdir l'économie, on a besoin de choses qui sont rares. Donc, on ne peut pas uniquement faire cela. Il faut faire des freins à certaines consommations, c'est clair. Sinon, on ne s'en sortira pas. Bien, mais écoutez, en votre nom et tout, je pense qu'on va remercier très brillamment monsieur le président.